Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview à la une, l'émission vidéo de la rédaction de Nice Matin, une émission que j'ai le plaisir de présenter aujourd'hui avec Maxime Revello, c'est le chef de l'édition Menton-Vallée de Nice Matin. Bonjour Maxime. Bonjour Denis. Notre invité aujourd'hui, Sébastien Olaran, maire Les Républicains de Breil-sur-Roya et conseiller départemental. Bonjour Sébastien Olaran, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. On démarre par une question d'actu dans une circulaire adressée jeudi au préfet. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, durcit sensiblement les règles de régularisation des sans-papiers. Vous approuvez cette orientation et cette décision ? Je pense que les lois sur l'immigration doivent être appliquées. Ça fait beaucoup trop longtemps qu'on n'applique pas les obligations de quitter le territoire. Ça fait trop longtemps que, manifestement, on n'arrive pas à faire respecter les règles, y compris la dernière loi immigration qui a été votée. Donc voilà, je pense que c'est nécessaire de durcir les conditions pour faire en sorte d'accueillir moins, mais aussi d'accueillir mieux ceux qui sont là. Voilà, parce qu'en réalité, je connais et je rencontre souvent dans ma commune des personnes qui ont toutes les raisons d'être régularisées parce qu'elles sont là, parce qu'elles travaillent, parce qu'elles ont des liens familiaux très forts avec les habitants de la commune. Et finalement, ces demandes n'aboutissent jamais parce qu'elles sont noyées dans un très grand flot de demandes qu'on ne rejette pas alors qu'on devrait, parce que pour le coup, il n'y a pas de critères qui le justifient. Donc oui, je pense qu'effectivement, il faut plus appliquer les règles, être plus ferme pour par ailleurs être plus accueillant avec ceux qui vraiment ont des raisons d'être accueillis. Bruno Retailleau a redit vendredi qu'il était favorable à un référendum sur l'immigration. C'est une bonne idée ? Je pense que ça fait partie des sujets sur lesquels le peuple français devrait pouvoir s'exprimer. En l'occurrence, avec les différentes jurisprudences de ces derniers temps, on se rend compte que aujourd'hui, on a la justice qui empêche un certain nombre de mesures pour réguler l'immigration. Et donc je pense qu'aujourd'hui, la seule solution, notamment pour aller au-dessus de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, c'est que ce soit les Français, par référendum, qui prennent ces décisions-là. On ne peut pas accepter que les représentants que nous avons élus votent une loi immigration et qu'elle soit aussitôt après détricotée par le Conseil constitutionnel. Je pense qu'en démocratie, c'est la volonté du peuple qui doit primer sur tout le reste. Alors, on va s'intéresser à des sujets plus locaux, Maxime Revello. Oui, venons à un sujet un peu plus proche de Breil-sur-Roya, le tunnel de Tende. Le nouveau ministre des Transports, Philippe Tabarot, a fait une de ses premières visites officielles à Tende début janvier. Et il a annoncé une réouverture très probable en mars sous forme de test et une inauguration en juin. Aujourd'hui, Sébastien Olaran, est-ce que vous y croyez à cette réouverture ? Alors sincèrement, et vous ne m'avez pas souvent entendu le dire, mais j'ai envie d'y croire. Voilà. J'avais indiqué au début de l'année 2024, au moment où on nous disait que ça allait ouvrir en juin 2024, en septembre 2024, en décembre 2024, j'avais dit que ça n'ouvrirait pas avant 2025 et probablement avant le mois de juin 2025. Aujourd'hui, c'est le délai qui est annoncé par le ministre des Transports. Je pense qu'il sera tenu. Je le pense d'autant plus que, j'ai pu constater que malgré tout, en un an, le chantier a avancé, même s'il avance jamais aussi vite qu'on le souhaiterait, et qu'aujourd'hui, enfin, il y a une prise en main politique de ce dossier par les deux gouvernements français et italien, puisque nous avons la chance d'avoir Philippe Tabarot, qui connaît bien le sujet, qui était à mes côtés à Breil-sur-Roya 3 jours après la tempête Alex, qui est venu manifester avec nous en 2023 pour demander la réouverture du tunnel de Tende, qui a mis ce sujet sur la table des relations franco-italiennes, et il y a apparemment un accord qui a été trouvé avec le ministre des Transports italien Matteo Salvini. Donc enfin, je pense que les gouvernements vont mettre la pression qu'ils doivent mettre depuis le départ, qu'ils auraient dû mettre depuis le départ sur la NAS pour faire en sorte que ce tunnel ouvre, parce que ça asphyxie notre vallée depuis tellement longtemps qu'on a vraiment besoin d'avoir cette réouverture, mais on a aussi besoin d'avoir des promesses tenues. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les ministres des Transports précédents n'ont pas fait le job ? Sincèrement, les ministres des Transports précédents, on a bataillé pour essayer de leur faire comprendre l'importance de ce tunnel, pour essayer tout simplement d'avoir le moindre contact avec eux, et on n'a jamais réussi. C'est-à-dire on n'a jamais réussi à faire en sorte que ce tunnel soit vraiment mis dans l'agenda politique du ministre des Transports. Là, c'est vrai qu'on a eu un ministre auquel on n'avait pas besoin d'expliquer le dossier, et qui a choisi de faire du tunnel de Tende son premier déplacement, et je pense que cette fois, on a de bonnes chances que les choses aboutissent. Mais vous l'avez dit, il y a eu énormément de retard. Pourquoi est-ce qu'on a pris autant de retard ?
Il y a eu beaucoup de facteurs, hein. Bon, il y a eu les éléments de malversation avec les procédures judiciaires qui ont été ouvertes côté italien. Il y a effectivement la tempête Alex qui a chamboulé l'accès français au tunnel et qui forcément a nécessité de revoir certains aspects du projet, notamment les sorties des tunnels, la création du viaduc. Mais il y a aussi une entreprise qui n'a jamais mis les moyens. Quand on nous annonçait dans les commissions intergouvernementales qu'il y avait 300 ouvriers sur le chantier et qu'on envoyait difficilement 60, 70, et encore les jours où il y avait une visite officielle, on se dit que finalement les engagements n'ont pas du tout été tenus. Et je trouve que c'est extrêmement grave parce que ça met en péril notre vallée de la Roya qui avait bien besoin de ce tunnel aussi pour se reconstruire post-tempête Alex. Et je souhaite de tout cœur que les règles du marché public vont être appliquées et que les pénalités de retard vont être payées par l'entreprise. Parce que c'est de l'argent public quand même, tout ça. Il y a encore des facteurs qui pourraient intervenir à l'avenir. Pourquoi vous êtes confiant désormais ? Parce qu'on est quand même maintenant assez près du bout. Alors bien sûr, on n'est pas à l'abri d'un nouvel épisode, que ce soit une malversation ou que ce soit d'un aléa climatique quel qu'il soit. Mais bon, voilà, si les choses se passent comme prévu maintenant, je pense qu'on peut raisonnablement espérer l'ouverture de ce tunnel pour cet été. Ce ne sera pas la fin, évidemment, hein, puisqu'après, il nous reste encore le réalisage de l'ancien tunnel, qui est indispensable pour que nous puissions avoir une circulation en double sens. Parce qu'il faut bien se rendre compte que finalement, au mois de juin, si nous avons une ouverture, ce sera une ouverture avec un alternat par feu, et finalement, on reviendra à une situation où la circulation est moins bonne qu'avant le chantier. On n'a quand même pas fait 10 ans de chantier, dépensé 200 millions d'euros d'argent public pour revenir à une situation qui est moins bonne que celle d'avant. Donc évidemment, il faut que ça continue. Le ministre des Transports a dit 2027, a priori, pour l'ouverture du deuxième tunnel, de l'ancien tunnel. Voilà, il faut vraiment faire en sorte qu'après l'ouverture du premier, on ne se repose pas sur nos lauriers. Et c'est cette ouverture du deuxième tunnel qui permettra de changer vraiment les choses et de redonner de l'oxygène à la vallée. Déjà, l'ouverture du tunnel, ça va rétablir ce lien avec l'Italie. Alors bien sûr, les conditions de circulation seront moins fluides qu'on l'espère, mais malgré tout, ça permettra à nos entreprises d'aller retrouver leurs clients ou d'aller retrouver leurs fournisseurs dans le Piémont. Ça va permettre aux habitants de la vallée, notamment du haut de la Roya, qui vivent avec les Italiens depuis toujours, de maintenir ces liens sociaux, familiaux, culturels. Donc déjà, ce sera énorme. Mais évidemment, pour qu'il n'y ait pas encore un frein avec un feu de 20-30 minutes, il faut qu'on fasse le deuxième tunnel également. Alors, il y a la route, mais il y a aussi le rail, Sébastien Olaran. La ligne de train entre Nice et Breil est fermée jusqu'en décembre prochain. Comment les usagers qui avaient l'habitude de l'utiliser s'organisent-ils ? D'abord, je veux dire qu'on a énormément de chance qu'enfin il y ait des investissements qui soient faits sur cette ligne. Donc c'est une bonne nouvelle. Ah, oui, c'est d'abord une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'évidemment, on parle toujours des bus qui sont en retard, des bus dans lesquels on ne peut pas prendre les animaux de compagnie, on parle toujours de ce qui ne va pas, mais moi je veux quand même dire qu'il y a seulement 10 ans, c'était un rêve qu'il y ait 78 millions d'euros qui soient investis sur cette ligne. Donc aujourd'hui, les travaux sont en cours. Il n'y a pas de travaux sans désagrément, ça n'existe pas. Les habitants, évidemment, pâtissent de cette situation de fermeture de la ligne entre Nice et Breil. Il y a ces bus de substitution avec un service qui est assuré, mais naturellement, un bus, c'est pas comme un train, il peut être dans les bouchons. Il n'a pas toujours fait l'affaire d'ailleurs, ce bus de substitution. Il y a des difficultés, les bus sont très gros par rapport aux routes de la vallée de la Roya, on est tombé sur des chauffeurs quelquefois qui avaient des conduites un peu périlleuses. Bon, je veux dire, il y a des difficultés évidemment, mais on est en mode dégradé. On est en mode dégradé parce qu'on est en chantier. Alors nous, évidemment, nous jouons notre rôle d'élus, c'est-à-dire que nous faisons remonter à la SNCF, à la région, toutes les difficultés qu'on rencontre et nos propositions pour éventuellement améliorer le service pendant cette période de chantier. Mais voilà, on est bien conscient que les choses ne peuvent pas être idéales dans la mesure où on n'a pas de possibilité de faire circuler les trains entre Breil et Nice. Sur ces bus de substitution, est-ce que c'est corrigé aujourd'hui ou est-ce qu'il y a encore des couacs ? Il y a encore de temps en temps des couacs. On a des associations qui nous font régulièrement remonter les difficultés et nous-mêmes, nous faisons le lien pour essayer de les lever. Mais voilà, on a fait aujourd'hui une partie déjà du chemin. Il nous reste encore une année qui va être une année relativement difficile. On va essayer au cours de cette année de faire en sorte aussi de pallier à l'absence pour l'été 2025 du Train des Merveilles, qui est un vecteur d'attractivité touristique. On va le faire
normalement par la mise en place d'un train historique qui sera donc pas au départ de Nice mais au départ de Vintimille. On a déjà fait un essai il y a quelques jours seulement à Breil-sur-Roya et sur toute la ligne, et on a déjà des financements européens pour financer à peu près un aller-retour par semaine. On espère des compléments de financement pour qu'il y en ait plus, et on va essayer avec tous ces financements-là, avec toutes ces bonnes volontés, d'essayer de faire en sorte que cette année, qui va encore être une année anormale, imparfaite, eh bien, elle se passe le mieux possible pour les habitants de la Roya, mais aussi pour l'activité de la vallée dans son ensemble. Socialement, il y avait eu un problème aussi au niveau des postes dans la gare de Breil-sur-Roya. On parlait d'une suppression du poste de chef de service. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Le poste a été supprimé. J'en suis d'ailleurs extrêmement contrarié parce que j'avais obtenu un engagement, notamment de la part du directeur de SNCF Réseau, de maintenir le statu quo sur les effectifs de la gare de Breil jusqu'à la fin des travaux. Ça nous laissait un an et demi devant nous pour travailler avec la région. J'ai souvent eu des réunions à ce sujet avec Jean-Pierre Cérus, notamment le vice-président au transport, pour essayer de trouver une autre façon d'ouvrir la gare, c'est-à-dire avec, par exemple, un commerce implanté à l'intérieur, avec un guichet mutualisé avec un guichet bus ou un guichet touristique. Bref, on avait des solutions, mais il nous fallait du temps. Et la promesse de SNCF Réseau n'a pas été tenue, puisqu'ils ont décidé de supprimer ce poste au début des travaux. Donc le guichet de la gare, au moment où on parle, est fermé. Le guichet, mais même le hall de gare, c'est-à-dire qu'on a des gens qui attendent dans le froid, pendant que de l'autre côté de la vitre, on voit une jolie salle bien chauffée. Donc je trouve que c'est totalement anormal. J'ai été en contact avec Gare et Connexion, on est en train d'essayer de trouver des solutions, mais si l'engagement avait été tenu et si ce poste avait été maintenu, je pense qu'on aurait pu éviter d'avoir toute cette période où la gare de Breil est fermée. J'espère aussi qu'on va pouvoir avancer sur une solution pérenne. Alors, il y a un autre engagement, c'est la réouverture de cette ligne le 15 décembre 2025. Est-ce que cet engagement sera tenu ? C'est en tout cas ce qu'a confirmé jeudi Renaud Muselier, le président de la région, lors de ses vœux à la presse. Alors, tous les éléments dont j'ai connaissance laissent penser qu'il ne devrait pas y avoir de retard sur ce chantier. Il faut dire que la SNCF a pris quand même une marge assez large, avec une fermeture quand même de 15 mois, pour avoir le temps de réaliser les travaux. La dernière visite de chantier que nous avons pu faire nous a montré que les travaux avançaient normalement, et a priori, la région, et encore le président Muselier récemment, a indiqué que le calendrier serait tenu. Je le souhaite. J'ai de bonnes raisons de penser que ce sera le cas. Qu'apporteront vraiment et quels seront les changements à la réouverture de cette ligne ? Alors, dans l'immédiat, rien. C'est-à-dire que les travaux qui ont été faits n'ont pas été faits pour améliorer, ils ont été faits pour sauvegarder la ligne, pour éviter que ça ne se dégrade dans le futur. Parce qu'on voit bien qu'on avait des affaissements de voies, on avait des endroits où il y avait des risques de chute de blocs. Donc voilà, tous ces travaux, ce sont des travaux de sécurisation. Donc dans l'immédiat, ça ne va pas changer grand-chose. Oui, on gagnera un peu de temps de trajet parce qu'il y a quelques endroits où on pourra rouler plus vite, mais globalement, tous ces investissements, et ils sont énormes, ils étaient nécessaires, ne serait-ce que pour maintenir cette ligne. Et c'est pour ça qu'on y tenait tellement, parce que l'alternative, c'était la fermeture. Donc on est content que ces travaux soient faits, même si dans l'immédiat, ils nous permettront simplement un maintien et des petites améliorations à la marge. Mais ensuite, ça ne s'arrête pas là, puisqu'il va y avoir des travaux à faire entre Breil et Tende. Et là, pour le coup, ce sont des travaux qui seront conséquents, sur lesquels il faudra qu'il y ait des financements français et italiens. Mais d'ailleurs, la nouvelle convention d'exploitation avec les Italiens est en bonne voie, puisqu'elle vient d'être adoptée par le Parlement italien. Et ces travaux-là, pour le coup, permettront une grande amélioration, puisqu'on pourra rétablir une vitesse à 80 km/h, là où aujourd'hui, on met quasiment 1h20 pour faire Breil-Tende, alors qu'on met 25 minutes en voiture, on retrouvera un temps de trajet qui sera un temps de trajet normal, quoi. Est-ce qu'il y aurait déjà une idée du calendrier ? Est-ce que les travaux s'enchaîneraient directement après le 15 décembre ou... Alors, à ma connaissance, non. On attend vraiment impatiemment d'avoir des informations sur ce second chantier, enfin le troisième même, parce qu'il y avait aussi celui après Tempête Alex. Mais mon objectif, évidemment, c'est que ça puisse s'enchaîner le plus rapidement possible. L'idéal même aurait été qu'on puisse faire tous les travaux en même temps pour éviter d'avoir deux fois des fermetures. Mais enfin bon, manifestement, quand c'est que la France ou quand c'est la France et l'Italie qui doivent intervenir, on n'est pas tout à fait sur la même temporalité. Sébastien Olaron, vous avez fait sensation au début du mois en signant un arrêté
interdisant toute catastrophe naturelle sur le territoire de votre commune. Pourquoi vous avez fait ça? Alors d'abord, ça n'a pas marché. J'ai pas eu de grosses catastrophes naturelles, mais en revanche, je me suis rendu compte notamment qu'on avait pu avoir du vent, des fortes pluies, des ruissellements, alors que tout ça était interdit normalement par mon arrêté municipal. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en réalité, nous avons appris au mois de juin dernier que la commune de Breil était virée par son assureur historique, que tous nos contrats étaient résiliés au 31 décembre 2024. Suite à ça, comme le prévoit le Code de la commande publique, on a publié un marché, sans succès. On a contacté en direct des assureurs, sans succès. On a alerté au mois de novembre déjà l'opinion publique, sans succès. Et on a même été devant le tribunal administratif pour essayer d'obtenir le prolongement de nos contrats d'assurance, sans succès s'agissant des bâtiments. On a au moins obtenu gain de cause sur la responsabilité civile et la protection fonctionnelle des élus et des agents. C'était indispensable, sinon on n'ouvrait même pas la crèche, les écoles après les vacances de Noël. Mais en revanche, pour les bâtiments, on n'a aucune solution. Et donc les bâtiments, aujourd'hui, ne sont pas assurés? Exactement. Aujourd'hui, là, on a une solution qui se dessine, et je vais y revenir, mais en fait, la situation au 1er janvier, c'était une commune dans laquelle on a effectivement 70 biens immobiliers qui ne sont pas assurés en cas de sinistre, quel qu'il soit. Et donc, je me suis dit, le 1er janvier, quand je suis revenu au bureau, qu'est-ce que je peux faire ? Je me suis dit, en fait, tout ce que je peux faire, c'est espérer qu'il n'y ait pas un sinistre sur un de nos bâtiments. Puis je me suis dit, plutôt que de l'espérer, je vais l'interdire. Ça aura le mérite à la fois de mettre les assureurs face à leurs responsabilités et aussi d'interpeller les décideurs politiques pour qu'il y ait des solutions qui soient trouvées. Ça a eu un effet? Ça a eu un effet puisque l'État, le Bureau central de tarification, a obligé 5 assureurs à se regrouper pour couvrir la commune de Breil pour l'année 2025. Les conditions sont catastrophiques. On a une cotisation d'assurance qui est multipliée par 8. On passe de 15 000 à plus de 120 000 euros. On a des franchises qui sont beaucoup plus hautes qu'avant. Tellement haute qu'en réalité, si on avait eu les mêmes franchises pendant les 20 dernières années, nous n'aurions jamais été indemnisés pour aucun sinistre, à l'exception de la tempête Alex. Et puis, on est aussi moins bien couvert qu'avant, puisque maintenant, toutes les dégradations, les vols, les dégâts des eaux, les dommages électriques ne sont plus assurés. Donc, on a une solution, oui, qui est mieux que rien, mais qui, en revanche, est loin de nous satisfaire et qui nous met financièrement gravement en difficulté. Vous êtes tout de même passé par la case justice, vous l'avez dit. Vous comptez faire appel de cette décision? Alors non, nous n'avons pas fait appel, parce qu'en l'occurrence, sur un référé, un appel, c'était directement auprès du Conseil d'État. Comme le Bureau central de tarification avait désigné des assureurs, ça nous semblait assez difficile d'obtenir gain de cause devant le Conseil d'État. Mais en revanche, c'est vrai que je regrette cette décision du tribunal administratif, parce qu'il y avait une jurisprudence, notamment une jurisprudence qui s'appelle Grand Port de Marseille, qui disait qu'on devait laisser à une entité publique le temps nécessaire pour trouver un assureur avant de mettre un terme à ses contrats. Et force est de constater que pour une collectivité aujourd'hui, a fortiori pour une collectivité comme la nôtre qui a été confrontée à une catastrophe comme la tempête Alex, 6 mois, ce n'est pas suffisant pour trouver une assurance. Et donc, effectivement, j'espère que dans le futur, il y aura d'autres jurisprudences qui viendront à défendre les intérêts des communes, parce que l'enjeu, c'est pas l'assurance d'un particulier ou d'une entreprise comme une autre. Les biens dont on parle et qu'on veut protéger, ce sont les biens publics, c'est le patrimoine de la nation, c'est les bâtiments qui appartiennent à tous les habitants en fait de la commune de Breil. Et je trouve scandaleux que le nécessaire ne soit pas fait pour protéger ce patrimoine. Vous appelez, du coup, si je comprends bien, à une réforme de tout ce système, finalement. Il faut d'urgence réformer le système français de l'assurance aux collectivités. On voit bien que le système d'assurance aux particuliers, aux entreprises, est loin d'être parfait. Mais s'agissant des collectivités, il est catastrophique, parce qu'en réalité, on a 2-3 assureurs qui acceptent d'assurer les collectivités. Si ces 3 assureurs refusent, on n'a aucune autre solution. Donc, on voit bien qu'il y a une nécessité aujourd'hui de penser à un autre système, d'autant que ces quelques assureurs-là ont tendance à se désengager petit à petit de ce marché-là. Donc, bientôt, on aura peut-être un quart, la moitié, 80% des communes qui vont se retrouver sur le carreau si on ne fait rien. Donc, moi, je souhaite un nouveau système qui pourrait être un système mutualiste, un système peut-être de fonds publics où toutes les collectivités mettent au pot commun, au lieu de payer des cotisations à des assurances privées, pour
partager les conséquences financières des sinistres. Ça me paraît être une piste. J'espère qu'on va avancer dans ce sens. Je sais que l'AMF est revenu fortement à la charge avec David Lisnard sur ce sujet-là, et je souhaite que maintenant le Parlement et le gouvernement s'en emparent. Conséquences financières, vous venez de le dire, augmentation de la cotisation, augmentation du plafond de franchise. Pour le budget de Breil-sur-Roya, ça se traduit comment ça ? Ça veut dire que nous allons devoir trouver, juste pour payer l'augmentation des cotisations d'assurance, plus de 100 000 euros qui vont devoir faire l'objet soit de mesures d'économie, soit faire l'objet de nouvelles recettes. Le Trésor public que j'ai reçu récemment nous demande d'augmenter les impôts, en nous disant que pour eux c'était la solution principale. Je m'y refuse parce que j'ai pris cet engagement, parce que je considère que nos administrés sont suffisamment comme ça matraqués d'impôts et de charges pour ne pas en rajouter, mais je refuse tout autant d'ailleurs d'endetter la commune, que j'ai désendetté de quasiment 1,5 million d'euros depuis le début du mandat, mais qui reste quand même très endetté. Donc finalement, la seule solution, c'est ça, c'est faire des économies sur nos frais de fonctionnement et essayer de trouver de nouvelles recettes. C'est tous les investissements qu'on fait, la création de l'éco-village de tourisme, la réhabilitation de logements qu'on va mettre en location. Tout ça, ça peut aussi nous permettre de faire face. Mais globalement, la situation financière de Breil, à cause de ce problème d'assurance, est très difficile, et en 2025, on va avoir vraiment pour la première fois un budget contraint, alors même qu'on a des chantiers titanesques à mener encore pour reconstruire suite à la tempête Alex. Alors justement, la tempête Alex, c'était en octobre 2020. 4 ans après, un peu plus, où en est-on et que reste-t-il à faire ? Alors, 2025, et en particulier les premières semaines de l'année 2025, vont marquer la fin de la reconstruction de toutes les routes départementales de la vallée de la Roya, avec l'inauguration le 10 février du pont des 14 Arches et du pont du Bourgneuf sur la commune de Tende. Donc ça, c'est incroyable. Enfin, la qualité du travail qui a été effectué par le département sous l'autorité de Charles Anginesi, mais par tous les agents, par toutes les entreprises, c'est extraordinaire. Et aujourd'hui, c'est des voies de communication qui non seulement sont rétablies, mais qui en plus sont résilientes. C'est-à-dire que même avec la même catastrophe, on n'aura pas de dégâts aussi importants que ceux de la tempête Alex. Ensuite, il y a les réaménagements de berges, des cours d'eau, sur lesquels la CARF aussi, avec le SMIAG, fait un travail considérable, mais il y a quelques grosses opérations qui sont en cours, notamment la traversée de Fontan, notamment la traversée de Saint-Dalmas de Tende, qui devraient normalement aussi s'achever cette année. Enfin, s'agissant des biens communaux, et je parlerai évidemment de Breil que je connais le mieux, il reste du travail, et notamment pour reconstruire nos infrastructures sportives, puisque en réalité, on n'a toujours pas de stade, les terrains de tennis sont toujours endommagés, on a un terrain multisport qui doit être livré dans les 3 prochaines semaines, mais finalement, c'est qu'une petite partie de nos infrastructures sportives détruites. On n'a toujours pas la piscine qui a pu être remise en état, on en a installé une provisoire, mais ça ne pallie pas. Donc, il y a encore du travail pour notamment reconstruire nos infrastructures sportives. Ça va prendre encore, je pense, quelques années. Et la difficulté, c'est que les financements se font de plus en plus rares. C'est-à-dire que pendant les premières années, non seulement le contexte financier était plutôt favorable, mais en plus, effectivement, c'était l'immédiate après-tempête. Et le temps passant, évidemment, chaque collectivité et l'État rencontrent leurs propres difficultés budgétaires, et elles sont importantes. Et je sais d'ores et déjà que ce sera plus difficile de financer les travaux à venir que les travaux qui ont déjà été réalisés, ou ceux qui sont en cours. Sur le plan humain, on sait que certains habitants sont partis, d'autres sont restés. Et aujourd'hui, en 2025, c'est quoi le message que vous leur adressez ? Qu'il y a toutes les raisons de rester ou de venir vivre à Breil-sur-Roya. En réalité, les habitants ne s'y sont pas vraiment trompés, puisque en dehors de certaines personnes qui sont parties parce que leur bien a été impacté ou parce que leur vie de façon générale a été chamboulée, et je le comprends parfaitement. On a une population qui a augmenté à Breil entre 2015 et 2023, entre les 2 recensements. Donc ça veut dire qu'il y a des gens aussi qui trouvent plein de motifs d'espoir
mais aussi qui trouve qu'il y a à Breil une qualité de vie qui vaut qu'on s'y installe. Donc voilà, moi je dis aux gens, Breil-sur-Roya est une belle commune, elle a affronté des épreuves, elle s'est reconstruite, il y a encore du travail, mais quelle est la commune dans laquelle il n'y a pas de chantier, il n'y a pas de travaux et je pense que réellement, la commune de Breil est au moins aussi accueillante aujourd'hui qu'elle ne l'était avant. Sébastien Olaron, on va ouvrir un chapitre un peu plus politique. Laurent Wauquiez a estimé mercredi que la question du mode de désignation du candidat LR à la présidentielle n'était pas une priorité. Est-ce que vous êtes de son avis ? Ben, je trouve qu'il faut donner aussi aux élus le temps de travailler entre deux élections. Je veux dire, on ne peut pas commencer à préparer des élections à peine on est sorti de l'élection précédente. Donc effectivement, j'estime que ce n'est pas une priorité. Il faudra évidemment que chaque parti désigne son candidat de la façon la plus efficace possible. Bon, j'ai cru comprendre que quand les LR avaient pris l'option de la primaire ouverte, ça ne s'était pas soldé par un grand succès. Quand ils ont choisi la primaire fermée, ça ne s'est pas non plus traduit par un grand succès, c'était même pire. Donc voilà, je n'ai pas spécialement d'avis sur la question, en sachant que de toute façon ces modes de désignation préalables ne sont pas trop, selon moi, dans l'esprit de la Ve République. Mais bon, il y a un tel émiettement aujourd'hui que bien sûr, je comprends que ce soit une préoccupation pour les différents partis. Mais à mon avis, pas une actualité. Le maire de Cannes et président de l'Association des maires de France, David Lisnard, a annoncé qu'il souhaitait prendre part à cette compétition. Quel regard vous portez sur sa démarche ? Ah bah, je pense que David Lisnard est quelqu'un de brillant et qu'il a beaucoup de propositions qui sont particulièrement intéressantes et qu'il est tout à fait légitime à pouvoir les défendre dans une primaire ou dans un congrès ou dans un mode de désignation, quel qu'il soit. C'est quelqu'un pour qui j'ai personnellement beaucoup d'estime. Il aurait le bon profil pour être président des LR ? Et si c'est pas lui, qui aurait le bon profil ? J'ai pas entendu dire qu'il souhaitait être président des LR. Non, mais est-ce qu'il aurait la stature pour occuper un poste comme ça ? Alors, sincèrement, je ne sais pas. Je pense que c'est aux adhérents LR de faire ce choix-là. Moi, à titre personnel, je n'ai pas renouvelé en 2025 ma cotisation aux Républicains. Je me suis mis en retrait. Vous n'êtes plus membre des Républicains ? Non, je ne suis plus membre des Républicains. Je me suis mis en retrait de la politique nationale de façon générale. Aujourd'hui, clairement, mon parti, c'est Breil-sur-Roya. C'est mon canton, ce sont les Alpes-Maritimes et la Riviera française. Aujourd'hui, sincèrement, moi, mais la plupart des citoyens, je ne me retrouve plus dans ce théâtre qui est d'ombre d'ailleurs, qui est devenu la politique française. Et je veux me concentrer sur là où je pense être utile, sur là où j'ai l'impression que mon énergie est bien employée, c'est pour faire avancer mon territoire. Donc voilà, je verrai à l'avenir ce que je ferai, mais aujourd'hui, je suis un maire d'hiver droite, sans étiquette, et je me consacre vraiment à mon territoire et à mes mandats locaux. Il y a eu un épisode politique marquant l'année dernière, c'était l'alliance d'Éric Ciotti à Marine Le Pen. Vous avez songé à un moment à le suivre ? Sincèrement, j'ai vu cet émiettement complet du système politique et des partis politiques à l'occasion de ces élections législatives et de cette dissolution d'ailleurs scandaleuse. Et mon réflexe a été d'échanger beaucoup avec mes administrés. Et en fait, tous m'ont dit, mais en réalité, on est perdu. Et ensuite, ils m'ont tout de suite posé plein de questions sur Breil et le canton et les projets. Et donc, en fait, je me suis dit, je suis un peu perdu comme eux. Et donc, je vais aussi me concentrer sur mon canton. Donc, j'ai décidé de ne pas prendre position. Et le choix que je fais aujourd'hui, de ne pas renouveler mon adhésion à quelque parti politique que ce soit, il s'inscrit finalement dans cette logique-là. Et avec Éric Ciotti, vous avez échangé ? Est-ce que vous estimez qu'il a eu tort de prendre cette décision ? Alors oui, bien sûr, j'ai échangé avec lui. Évidemment, j'ai assez vite vu toutes les conséquences possibles de ce choix, mais lui aussi les a envisagées et les a pesées. Il a fait le choix qui lui appartient, sur lequel j'ai souhaité ne pas prendre position, et je reste sur cette ligne-là. Éric Ciotti, c'est avec lui que j'ai appris la politique, j'ai été son collaborateur pendant 6 ans. On est dans la même majorité départementale et j'en suis extrêmement heureux parce que c'est vraiment un allié de poids pour Breil-sur-Roya. On n'aurait jamais pu
le département des Alpes-Maritimes n'aurait jamais pu investir autant d'argent dans la reconstruction de la Roya s'il n'y avait pas eu avant 10 années de présidence Éric Ciotti, Charles Anginesi, qui avait permis d'assainir les finances du département. Donc voilà, on est en très bon terme. J'étais à ses vœux d'ailleurs hier soir et je souhaite vraiment qu'on puisse continuer de travailler ensemble dans l'intérêt du territoire. Et au sein de notre majorité départementale, on a plein de sensibilités maintenant différentes, plein de conceptions très différentes des alliances à faire ou à ne pas faire, et on travaille ensemble. Et je souhaite qu'on continue. Justement, au sujet de la majorité départementale, je vous propose d'écouter Michel Tabarot, député Les Républicains et secrétaire départemental des Républicains dans les Alpes-Maritimes. Je pense qu'il faut à un moment donné clarifier. Charles Anginesi ne voulait pas changer les choses en pensant que tout allait rentrer dans l'ordre. Oui, que la politique nationale est une chose, la politique départementale en est une autre. Tout ça peut s'entendre si vous n'avez pas de parlementaires dans l'Assemblée départementale. Avec la motion de censure. Exactement. Vous avez à la fois aujourd'hui des parlementaires qui ont fait tomber un gouvernement LR, parce que je rappelle que Michel Barnier était LR et que nous avions 12 ministres. Et de l'autre côté, vous avez des parlementaires LR, Alexandra Borchio, vous avez Alexandra Martin. Donc, à un moment donné, on ne peut pas dire le national c'est une chose et le local c'est autre chose. Sébastien Olaran, la situation au département devra être clarifiée. Vendredi dernier, Didier Carretero, un élu de la majorité, a menacé de quitter le groupe si Éric Ciotti n'est pas écarté. Oui, j'ai entendu son intervention et elle était un petit peu prévisible. Je ferai remarquer quand même que Didier Carretero est le seul sur les 40 élus que comportait le groupe majoritaire au département. Je suis en désaccord avec ce que dit Michel Tabarot. Moi, je pense qu'effectivement, on peut et même on doit dissocier le local du national. Et d'ailleurs, avec cette dissolution et avec l'évolution de la politique nationale, je pense que la politique nationale et la politique locale n'ont jamais été aussi éloignées de fait. Je suis désolé, lorsque je prends une décision pour ma commune, je ne me demande pas si cette décision est de droite ou si elle est de gauche, si elle est LR, si elle est UDR ou si elle est macroniste. Moi, je vois simplement l'intérêt de la population. Et sincèrement, dans mon conseil municipal, qui est composé d'ailleurs d'élus de tous bords ou sans étiquette politique, je ne leur ai jamais demandé pour qui ils votaient au niveau national, ni à quel parti ils appartenaient. Et je pense que ce qu'on peut faire au sein de nos communes, on doit le faire aussi au département. D'autant que le couple mairie-département est une réalité historique et qu'à mon avis, les deux peuvent être tout à fait alignés dans cette position-là. Moi, je pense qu'en local, on fait du local. Rajouter de la division locale à la division qui existe déjà au niveau national, je pense que c'est une erreur. Alors vous avez parlé des vœux d'Éric Ciotti. Le 10 janvier, vous n'étiez pas à ceux d'Yves Juel, le maire de Menton et président de votre communauté d'agglomération. Vous étiez plutôt à ceux de Xavier Bec, le maire de Cap-d'Aille. Pourquoi cette décision ? Cap-d'Aille qui n'est pas une commune de votre canton au département. Oui, tout à fait. J'ai une longue amitié avec Xavier Bec. J'avais pris cet engagement vis-à-vis de lui de venir à ses vœux avant de connaître le calendrier des vœux. Et en l'occurrence, Xavier Bec est le président d'Habitat 06. Et Habitat 06 porte de gros chantiers de réhabilitation sur la commune de Breil-sur-Roya, notamment d'anciens logements SNCF qui étaient à l'abandon. Et donc, ça me semblait pertinent de tenir cette parole que j'avais donnée à Xavier Bec, mais j'aurais été volontiers au vœu d'Yves Juel. La CARF a aussi des projets à Breil-sur-Roya. Vous n'avez pas peur que ce soit interprété comme un signe politique ? Non, pas du tout. J'étais, il y a quelques jours seulement, au vœu de la CARF, pour le coup, donc de Yves Juel comme président de la CARF, aux agents et au personnel de la CARF, parce que je suis très content du travail qui est effectué par cette intercommunalité, qui est une intercommunalité à taille humaine, dans laquelle on s'écoute et on se respecte, dans laquelle on n'est pas toujours d'accord. Et donc, non, il n'y avait aucun message politique dans mon absence à cette cérémonie de vœux. D'ailleurs, effectivement, si les choses étaient tombées différemment en termes de calendrier, mais vous savez que c'est un peu l'embouteillage en période de vœux, j'y serais allé bien volontiers. Alors vous nous dites, Sébastien Olaran, que vous avez fait le choix du local. Justement, une dernière question, Maxime Revello. J'imagine que vous l'anticipez. Sébastien Olaran, est-ce que vous comptez vous représenter en 2026 à la mairie de Breil-sur-Roya ? Alors je n'ai pas encore totalement pris ma décision. J'y
j'y réfléchis évidemment très sérieusement. J'ai bien touché du doigt en 2024 toutes les difficultés auxquelles un maire peut être confronté et toutes les raisons pour lesquelles il y a beaucoup de mes collègues qui ne veulent pas se représenter ou même qui démissionnent. Bon, cela étant dit, j'ai encore un peu d'énergie, j'ai plutôt la santé et j'ai encore, à mon avis, beaucoup de choses à faire, donc où je réfléchis sérieusement à me représenter et j'annoncerai au Bréois ma décision prochainement. Alors, avant de terminer, la question perso. Maxime Revello. Sébastien Olaran, de nombreuses personnalités politiques et médiatiques ont fait le choix de quitter X, anciennement connu sous le nom de Twitter. Vous, personnellement, est-ce que vous y songez ? Non. Moi, personnellement, j'ai été sur les réseaux sociaux sur lesquels il y avait des personnes qui étaient susceptibles de me suivre et de m'écouter. J'ai été sur Facebook, je suis sur Instagram et je suis sur X et aussi sur LinkedIn, même si j'y suis moins actif. Et je vois pas de raison de me retirer de ce réseau social. Si demain, j'avais plus d'abonnés ou plus personne qui s'intéresse à mes posts, évidemment, je m'épargnerai le temps que j'y passe. Mais pour l'instant, moi, j'ai jamais pensé que on pouvait mener un combat politique en fuyant le combat. Donc, bon, moi en plus, je ne suis pas là pour être dans des polémiques sur Twitter, pas comme mon ami Monsieur Héroux. Moi, je suis là simplement pour promouvoir Breil-sur-Roya, pour promouvoir mon territoire et pour faire avancer les choses pour nos communes. Donc, j'ai aucune raison de m'arrêter et de quitter ce réseau social. Vous l'avez dit, vous avez parlé de Cédric Héroux, il y a une affaire qui a été quand même portée au tribunal et qui provient de ce réseau social. Son avocate disait c'est le réseau social de l'invective où la punchline est un mode de communication. Oui. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, ce que l'avocate de M. Héroux a oublié de préciser, c'est qu'en réalité, les propos qu'il a tenus sur X, ou peut-être que c'était encore Twitter à l'époque, il les a aussi tenus sur Instagram, qui pour le coup n'est pas du tout un réseau social de l'invective, et il les a aussi tenus sur Facebook. Donc en réalité, c'est un non-argument. Un réseau social, c'est ce qu'on en fait. Voilà. Je veux dire, si on est agressif et qu'on a envie d'attaquer les gens, de les insulter, de les diffamer, on peut le faire sur Twitter et on peut le faire ailleurs. Si en revanche, on veut simplement porter des idées, mettre en valeur une action politique ou un territoire, on peut le faire. Moi, j'utilise les réseaux sociaux pour du positif. D'autres préfèrent l'utiliser pour du négatif, je le regrette. Merci beaucoup Sébastien Olaran, merci à vous. Maxime, merci à vous de nous avoir suivis, merci à Sophie Doncé et Philippe Bertini pour la réalisation de cette émission, à Christelle Benjamin pour sa préparation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de l'interview à la une. Bonne journée à tous.